commande de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, avec comme commissaire d'exposition Marie Bourdeau et Michel Pierre, et une maîtrise d'œuvre composée d'une graphiste, CB Design, d'une éclairagiste, Stéphanie Daniel, d'un bureau d'études tout corps d'État, Aegis, d'un architecte scénographe, qui est moi-même. Voilà, pour une surface de plancher estimée à peu près à 1036 mètres carrés et un coût de travaux à 1,5 million hors taxe. Donc Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une ville pénitentiaire avec un départ des derniers relégués en 1952. Elle est composée de 3 quartiers à l'époque, un quartier qui est dit de la pénitentiaire, un quartier officiel et un village colonial. Et vous verrez que le projet en fait s'implante dans le quartier de la pénitentiaire. C'est une ville qui est au bord donc, du fleuve Saint-Laurent et qui a été labellisée Ville d'art et d'histoire en 2005. Donc avec une labellisation Ville d'art et d'histoire, la ville est tenue de réaliser un SIAP sur sa commune. Pourquoi un SIAP ? Dans le cadre de la convention en fait, avec la DAC, puisque c'est le ministère de la Culture qui donne... Je continue. J'ai du mal à démarrer, alors si vous me coupez, ça va être... Donc pourquoi un SIAP ? Donc un SIAP parce qu'il y a une convention entre les villes d'art et d'histoire donc qui s'engagent en fait à créer un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Donc un SIAP, c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. C'est un équipement qui est culturel, de proximité et qui doit donner les clés de lecture en fait au public, qu'il soit touriste ou résident, les clés de lecture architecturale et urbaine de sa ville. Donc son histoire et les projets à venir. Donc le programme du SIAP est déterminé par le ministère de la Culture. Il doit comprendre une exposition permanente, des expositions temporaires, un centre d'information et de documentation et des ateliers pédagogiques ouverts aux jeunes publics et aux adultes. Donc le site qui a été choisi donc, pour implanter le SIAP, c'est le camp de la transportation. Le camp de la transportation, donc, c'est un centre pénitentiaire qui est inauguré en 1858, qui est délaissé par l'administration en 1949 et qui est après investi par les populations migrantes de 1953 à 1990 jusqu'à l'achat du site, du camp, par la commune en 1990. Le site est après classé monument historique en 1995. Donc il est composé d'une bibliothèque et d'une boulangerie au niveau de l'entrée du camp, d'un bâtiment chapelle, cuisine, anthropométrie, de 12 cases. On verra qu'il y a 6 cases en R+1 et 3 cases en rez-de-chaussée, et composé de 2 lavoirs. Donc là, vous avez une vue depuis en fait, les grilles qui séparent en fait, les cases R+1 des cases rez-de-chaussée vers l'entrée. Et là, au contraire, une image des cases en rez-de-chaussée. Donc voilà les typologies des cases en R+1. Je vous présente plutôt les cases en R+1 parce que c'est là dans lesquelles vont s'implanter le SIAP. Donc c'est des cases elles sont toutes identiques en R+1. Elles sont de forme rectangulaire. Au rez-de-chaussée, on a un rez-de-chaussée qui est surélevé par quelques marches. Puis après, une structure brique enduite à la chaux avec un étage composé en fait d'une structure métallique avec un remplissage en briques et un enduit à la chaux recouvrant. La charpente est en métal aussi, on aura des images plus précises après. Et on a un caniveau périphérique en briques qui fait le tour puisqu'on n'a pas de descente d'eau pluviale. Donc voilà une image par exemple d'un des rez-de-chaussée qui est un peu spécifique. Ça correspond en fait au rez-de-chaussée des 2 cases de l'entrée où en fait on a un plafond composé de voûtins en briques avec une ossature de poutrelle métallique. Et là, contrairement aux autres cases qu'on verra plus tard, on a des poteaux qui sont en briques. Les sols sont en béton partout, vous verrez.
Et là, comme c'est la boulangerie, on a 2 anciens fours qui subsistent. Voilà. Donc, comme c'est des bâtiments classés, en fait, ça a été, au moment de l'achat en 1990, la ville a fait réhabiliter l'ensemble du site, enfin en tout cas a essayé, par un architecte donc ACMH, Bortolussi, et il nous a livré en fait les bâtiments vides et qui avaient déjà subi quand même pas mal de traumatismes. Donc ça c'est un autre exemple de rez-de-chaussée, donc ça c'est plus pour les cases qui sont donc dans la partie du camp au centre, où là on a donc le même système de structure mais avec des poteaux, donc les voûtins en briques et les poutrelles métalliques, et des poteaux ronds métalliques et plus en briques. Donc ça c'est bien un sol en béton avec un dessin voilà, qui est fait latéralement et un espace qui est plutôt plein au centre. Donc c'est des volumes qui sont tout à fait vides. Ah, ok. Parfait. Donc là, c'est l'espace qu'on a aux étages, donc avec une structure métallique de charpente, une tôle au niveau de la couverture, la structure ici qu'on voit en métallique et le remplissage en briques avec un enduit à chaud. Et on voit que les murs sont vraiment de couleurs assez différentes et que le bâtiment a déjà évolué depuis sa réhabilitation. Ça, c'est un étage un peu particulier pour les 2 cases qui sont ici, la case 12 et la case 2, où on a encore les cellules des bagnards qui subsistent. C'est des cellules où ils allaient que pour dormir, puisqu'en fait l'ensemble de la vie pénitentiaire se situait hors du camp. On retrouve des pochoirs, du lettrage, des numéros, qu'on retrouve aussi en pignon de case. Voilà, il y a une utilisation assez importante du pochoir. Et ça, c'est la cuisine chapelle anthropométrie, donc qui se situe ici. Donc à l'arrivée des bagnards, en fait, ils arrivaient en anthropométrie et on leur faisait une carte d'identité, on leur prenait leur mensuration, leur couleur d'yeux, voilà, avant de leur donner leur uniforme de bagnard. Donc là, au contraire, on n'est plus du tout sur une structure métallique, on est toujours sur une structure brique, mais on a une charpente bois avec des bardeaux et plus du tout de la tôle. Voilà. Et on a une hauteur sous plafond très importante qu'on retrouve par contre dans les cases aussi. Voilà, ça c'est une image de l'intérieur en fait, où on a une fresque ici qui représente en fait, qui est en 3 parties, c'est un triptyque qui représente en fait l'administration pénitentiaire. Donc c'est ce que vous voyez les bagnards en arrivant. Donc on a 3 volumes qui sont assez simples, qui communiquent, mais qui sont à des niveaux assez différents. En tout cas, l'anthropométrie et la cuisine, qui est ici, où on a encore les fours, et la partie chapelle. Voilà, donc le SIAP, en fait, va être intégré dans la case entrée droite, qui est ici, la chapelle, cuisine, anthropométrie, et les 2 cases qui sont ici, case 12 et case 11. On devait à terme avoir une 2e phase en case 1 et en case 2, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Parce qu'il faut savoir que Saint-Laurent-du-Maroni est une des seules villes en France à avoir un service de patrimoine avec des techniciens qui eux-mêmes réalisent la réhabilitation de leurs bâtiments inscrits ou classés, sous le contrôle évidemment de l'ABF. Et du coup, c'est eux qui ont investi ces cases et qui les ont aménagées. Où aujourd'hui, on a une salle de cinéma et leur bureau. Le reste du site est occupé par un théâtre et par un pôle image, donc on a vraiment un ensemble culturel cohérent. Je vous ai parlé beaucoup de la structure même du camp, parce qu'en fait, toute notre démarche après de scénographie et d'aménagement intérieur, c'est fait autour de l'existant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un immeuble classé, évidemment, il faut que notre intervention soit réversible. On n'a absolument pas le droit d'altérer le bâtiment.
Et donc il nous paraissait important de fixer l'existant, l'état, de figer les peintures, les décors peints, et de se détacher de l'enveloppe. Donc là, par exemple, on voit un système de... Donc là, on a les murs, le support existant, qui est un des murs d'une case, et on vient, par exemple, par-dessus, mais sans couvrir, avec un plexi pour avoir un panneau explicatif. Ce qu'on voulait aussi, c'était retrouver les matériaux du site, donc le métal, comme on vient de le voir. Alors, on est plus allé vers du corten, en lien aussi avec les coques de bateaux, et puis avec ce métal en fait qui rouille quand même rapidement en Guyane, et du bois de l'angélique, qu'on retrouve aussi sur le site, sur les listes des garde-corps. Donc la difficulté, c'était de mettre aux normes en fait les cases, avec leur statut de RP et leur statut de bâtiment classé, et de rendre accessible aussi l'ensemble des bâtiments à tous, et rendre non seulement accessibles les bâtiments, mais le contenu. Et il nous avait été demandé aussi de garder la ventilation naturelle, ce qui au départ est un petit peu compliqué avec un système de musée et de conservation des œuvres. Mais on s'était rapproché du musée Franconi, qui nous avait dit que eux, ça fonctionnait assez bien à partir du moment où il y avait une maintenance et que l'ensemble des vitrines était vraiment fermé et ne laissait pas passer d'air. Voilà, donc ça c'est la première case qu'on a investie, donc qui va accueillir en fait l'accueil du SIAP et l'introduction aux expositions en partie rez-de-chaussée, et à l'étage l'ensemble des bureaux qui vont gérer à terme le SIAP. Donc ça c'est l'entrée du SIAP. Donc on voit que dès le départ en fait on a un lettrage en fait avec du lettrage découpé qui laisse transparaître en fait le support, qui laisse de la place à l'existant. Donc là vous avez un plan et puis une coupe un petit peu donc de la case entrée droite, avec l'espace d'exposition, d'introduction à l'exposition, l'espace d'accueil et puis des services attenants. En partie de terrasse, on a créé un espace qui est couvert afin de permettre en fait des réunions et des échanges, voilà, autour de l'architecture, mais pas seulement. Aujourd'hui, on se rend compte que les associations aussi investissent ce lieu et que donc les gens viennent et s'en servent, que c'est pas uniquement réservé au SIAP. Donc dans l'axe de l'entrée, on a l'accueil, donc avec le luminaire en fait qui s'enroule autour du poteau. Donc on reste toujours, l'intervention est toujours au centre de l'espace, elle n'est pas collée. Vous verrez qu'on utilise beaucoup du mobilier comme de la table, et que dès qu'on utilise de la simèse, elle est perpendiculaire et pas du tout en applique. Pour faire venir l'ensemble des réseaux électriques, on a créé en fait des chemins de câbles en fait en corten, qu'on voit ici, qui sont en fait détachés de la structure existante et qui sont soudés aux poutrelles métalliques des voûtins. Et là, on voit qu'on a utilisé le pochoir, comme on a pu voir, qui existait déjà sur le site. Donc là, vous avez les deux tables, du coup, qui présentent, en fait, qui introduisent l'exposition. Au sol, on a une carte qui permet, en fait, de présenter l'ensemble des flux migratoires et de cette population, en fait, qui est arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc l'ensemble du mobilier, là on le voit, est en corten. Les formes sont assez simples, comme l'architecture existante. Et donc là c'est une image en fait de la terrasse qu'on a couvert et sur lequel on a rajouté un platelage bois afin de la rendre accessible, puisqu'au départ c'était du sable. On a aussi un mobilier assez contemporain pour vraiment couper avec l'architecture du site. La difficulté, en fait, c'était d'avoir une intervention qui était intégrée, mais visible. Donc là où on a les bureaux, donc on a utilisé les équerres existantes pour installer des étagères. Donc c'est des équerres qui étaient utilisées à l'époque au moment du bagne.
Et on a une série de bureaux à l'étage, donc en ventilation naturelle. Pour ça, on a évidemment isolé la toiture, ce qu'on n'a pas fait partout. Aujourd'hui, j'y suis allée là il y a quelques semaines. Ils regrettent un peu la ventilation naturelle. Voilà. Donc là, après, on a l'introduction. Donc après, on rentre dans l'exposition. Donc l'exposition, contrairement aux différents SIAP, elle va pas uniquement parler d'architecture. Elle va aussi beaucoup parler des gens qui ont fait cette architecture et beaucoup parler du bagne, puisque donc Saint-Laurent est ville pénitentiaire. Et donc toute cette partie anthropométrie, cuisine, chapelle, va parler du bagne. Puisqu'en fait, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni a été construite par les bagnards, au départ. Donc voilà une image. Donc on a utilisé en fait les grilles du bâtiment pour y installer en fait des portraits. Vous verrez qu'à chaque fois on va retrouver les bagnards qui ont fait Saint-Laurent et on va retrouver après, au niveau du SIAP et de la construction de la ville après, les personnes qui font la ville aujourd'hui et qui l'ont faite après le bagne. Ça c'est une image c'est moyennement intéressant, mais c'est de la rampe en fait qui est créée entre la cuisine et la chapelle pour rendre accessible justement à tous cette partie d'exposition. Donc là, on pénètre en fait dans l'anthropométrie. On a créé un plafond plus bas pour créer un sentiment un peu d'oppression, puisque en fait c'est le dernier exil, donc c'est là où les bagnards en fait embarquent. Ils embarquent à l'île de Ré sur un bateau pour Saint-Laurent. On a une projection, un triptyque en fait qui voit en fait toute la partie, tous les bagnards qui embarquent, et une simèse ici qui va expliquer le grand voyage. Et cette simèse en fait elle est perforée de fenêtres qui permettent en fait de voir des deux côtés. Donc tantôt on a des fenêtres vides, tantôt on a des fenêtres vitrines avec des objets. Pourquoi des fenêtres? Parce qu'en fait la majorité, quand les bagnards partaient, toute la population était à ces fenêtres derrière les volets et regardait sans être vue l'ensemble des bagnards partir. Et donc à la sortie donc, de cet espace un petit peu restreint, on arrive face à deux vitrines avec des costumes de la pénitentiaire. Et là, on arrive au bagne. On est face à l'administration pénitentiaire et face à cette fresque qui a été restaurée. On a créé ce sol afin de rendre aussi accessible le site, puisqu'on a un revêtement qui est en pierre. Et ça nous a permis de créer de la mise à distance et de ne pas avoir de garde-corps, pas avoir de... Voilà, et de créer aussi un lien avec la cuisine qui n'était pas au même niveau. Donc là, c'est la partie cuisine. Donc là, on a 4 tables qui vont raconter la vie du bagne, avec des visuels de bagnards et des projections et des fonds sonores. Ici, on a une vitrine de plans. Voilà, un plan, c'était un petit objet que les bagnards, dans lequel les bagnards mettaient tous leurs trésors et qu'ils se mettaient dans l'anus. Voilà, donc on retrouve là les portraits et puis la fin du bagne, donc avec ces libérés en fait qui sont dans la rue et qui sont un petit peu délaissés et qui du coup se retrouvent dans la rue et sans abri. Donc là, c'est toute la partie donc, de la case 11 où on a les expositions permanentes sur la ville en rez-de-chaussée et à l'étage. Voilà, donc on retrouve le même système de table avec des maquettes. Ça va nous parler du Saint-Laurent d'aujourd'hui, avec des maquettes, avec une projection qu'on a ici sur l'ensemble de l'histoire de Saint-Laurent et avec des simèses qu'on a perpendiculaires à la façade, toujours en cortène. Et cette partie un peu plus légère qui représente en fait le fleuve. Puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le fleuve.
Là, vous voyez, on a utilisé en fait des câbles apparents. On n'est plus du tout sur le système qu'on avait tout à l'heure en Corten, en image à la ville et avec en fait ces poteaux qui servent de support comme des mâts d'éclairage en ville. Donc ça c'est une image, voilà, ça c'est une image de la table avec la maquette et la matériothèque qui est associée en fait à la construction. Et à droite vous avez une image en fait de ce qui se passe à l'étage, puisque l'étage n'est pas accessible au PMR, même si on a essayé de faire en sorte de distribuer le programme pour que tout le monde ait accès à tout. Ça c'est un équipement qu'on a fait pour raconter en fait ce qui se passe à l'étage. Voilà. À l'étage, on a l'exposition temporaire, donc avec une carte au sol imprimée de l'ensemble de la ville. Ce qui est plutôt sympa, c'est que tout le monde cherche là où il habite, donc ça fonctionne pas trop mal. Voilà. Et on a une structure qui est assez polyvalente puisqu'elle doit s'adapter à toutes les expositions, donc avec une structure en galva, en tube, sur laquelle on peut suspendre ou bien accrocher horizontalement ou verticalement des éléments. Donc en case 11, on retrouve les ateliers pour enfants et adultes. Donc c'est une case qui est divisée en deux parties, une partie atelier adulte, une partie enfant. Donc on retrouve en fait ce cloisonnement en Corten qui a vieilli aujourd'hui et qui est de plus en plus rouillé, qui est assez beau, enfin moi je trouve. Sur le côté, là on voit, on est beaucoup plus dans les orangés, puis ça a été bien investi. Et en dernier, on a les portraits des Saint-Laurentais aujourd'hui, donc dans les petites cellules qu'on a vues précédemment, où on a à chaque fois, on a fait appel à 10 migrants qui ont investi les cellules. Donc on a le nom des personnes en fait qui est sur la tranche du cloisonnement, qui est évidemment toujours sur un support plexi pour laisser voir ce qu'on a derrière. Et à la fin de l'exposition, on a un photomaton qui permet d'emporter un souvenir de Saint-Laurent, mais qui permet aussi à l'équipe qui gère le site de voir qui fréquente le lieu. On a travaillé avec David Damoison, qui a fait un reportage photo en fait, des migrants, des personnes qui ont bien voulu participer au projet, et qui ont amené en fait, des objets qui les caractérisaient. Et donc chaque cellule est consacrée à un couple ou un migrant qui a amené ses objets et une chaise sur laquelle on s'assoit et on visionne en fait un film qui a été fait et il parle de lui, de son arrivée, de sa vie et de la façon dont il vit Saint-Laurent-du-Maroni. Cette installation, elle est intéressante parce qu'elle permet de toucher une population qui ne serait pas obligatoirement venue sur le SIAP, parce que les gens viennent voir leurs amis, leurs voisins. Voilà, et du coup, ça permet, c'est une des parties du SIAP qui est la plus fréquentée et la plus appréciée, en tout cas, par les personnes sur Saint-Laurent. Voilà, merci. Merci beaucoup, Florence, pour ta présentation. Et avant de passer à présenter aux critiques, je voudrais juste confirmer que Gustavo Moré est présent dans la salle, qu'il nous entend. Gustavo, ¿nos escuchas? Hola. Hola. ¿Me escuchan? No, no te escuchamos por ahora. Ya, bueno, yo aquí, ¿Tú nos escuchas? yo los escucho, pero yo no tengo más nada que hacer aquí. Está todo bien. Estamos con la mesa técnica intentando confirmar que nos escuches. ¿Puedes hablar, por favor? A ver si nos escuchamos. Sí. Okay. Muy bien. Yo tengo el micrófono encendido y el video encendido también. Sí. No entendí, pero sí. Bon, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux critiques qui apporteront leur expertise pour analyser les remarquables œuvres de Florence Legal. Pierre Rossière est originaire de l'île de la Réunion, architecte, maître de conférences en théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine. Il occupe depuis 2009 le poste de directeur de l'école d'architecture de la Réunion. Gustavo Moré, architecte dominicain-italien, né
en 1953. Il a marqué l'architecture dominicaine depuis les années 1980. Il est lauréat de nombreux concours. Il a contribué à des projets emblématiques tels que l'ambassade d'Italie et la Cour suprême de justice, actif dans l'enseignement et la préservation du patrimoine. Et il a également remporté des prix internationaux. Bienvenue et vous avez la parole. On commence par qui? Par Pierre? Ok, on commence par Pierre, Gustavo. Très bien. Merci Raphaël. Tout d'abord, merci aux organisateurs et à l'association Habité de nous donner l'occasion de participer à ces échanges et intervenir sur ces présentations. Et merci à Florence donc, pour son intervention et la présentation de ce projet que j'ai trouvé très sensible en termes de conception et de gestes architectural sur un programme qui fait appel à la mémoire d'un lieu, un mémoire douloureux en plus, étant donné qu'il s'agit d'un bagne, et qui fait référence au passé douloureux de notre pays, de la Guyane, et également de la relation entre l'Hexagone et ses territoires ultramarins. Donc c'est un lieu emblématique et qui ne peut pas laisser forcément indifférent. Alors avant d'évoquer plusieurs sujets, Florence, je voudrais te poser une question sur le type de classement de ce site. Est-ce que c'est l'ensemble du site qui a été classé? Est-ce que ce sont les murs? Est-ce que ce sont les abords? Est-ce que tu peux juste préciser Ouais. En fait, c'est l'ensemble du site qui est classé. Les espaces extérieurs, les bâtiments. Voilà. D'accord. Et ton travail donc a été d'intervenir à partir de ce qui a été livré par les... Voilà, en fait, donc au moment de l'achat de l'ensemble du site par la mairie, ils ont contacté Bortolussi, donc qui est ACMH, et qui a commencé la réhabilitation de l'ensemble du site. Donc moi, quand j'ai récupéré les 3 cases et la cuisine chapelle anthropométrie, il y avait déjà eu un travail de réhabilitation de fait. On voit d'ailleurs qu'il y a une case qui est jaune, l'entrée est droite, et les autres cases sont blanches en soubassement noir. Et en fait, il y a eu des recherches de pigments, et du coup, la réhabilitation, comme elle a pris du temps, il y a eu aussi des époques différentes qui ont été essayées. Merci Florence. Alors, je voudrais, dans un premier temps, réagir, mais en élargissant le sujet, en élargissant la question, et en mettant de côté l'intervention de l'architecte sur un monument historique, parce que ça colore quand même fortement la réponse qui a pu être donnée au programme. Mettre de côté, donc, dans un premier temps, la particularité du classement monument historique et la particularité également de la démarche pays et ville d'art et d'histoire qui s'inscrit dans une démarche à travers une convention entre la collectivité et l'État. Donc, sont des réponses, sont des cadres administratifs bien particuliers au territoire français, et qui d'ailleurs peut-être n'existent pas dans d'autres pays, et ça serait intéressant d'avoir la réaction de nos collègues d'autres pays pour savoir comment le côté historique est pris et protégé ou pas dans leur territoire. Donc cette première réaction qui dézoome par rapport au projet, c'est pour poser la question de façon très large sur la question de l'intervention sur l'existant, sur la question du déjà là. On a effectivement un cas particulier à travers ce bagne, mais on l'a vu également dans la présentation précédente, comment en fait on a du bâti qui est existant dans une ville, dans un quartier, et comment un architecte doit pouvoir intervenir ou comment il peut intervenir. Et si je peux me permettre de faire juste une petite parenthèse, puisque je n'ai pas eu le temps de
répondre tout à l'heure. Effectivement, à La Réunion, il y a une démarche de travail sur les matériaux existants et de participation à toute une chaîne, en fait, puisque ça fait appel à toute une chaîne et non pas uniquement à la volonté de l'architecte d'utiliser des matériaux. C'est un devoir, me semble-t-il, en tant que concepteur, de pouvoir s'inscrire dans cette nouvelle démarche. Je ferme la parenthèse pour ne pas superposer avec le sujet existant. Alors la question du déjà là, lorsqu'on a ce type de programme, pour un architecte, c'est vrai que c'est quelque chose c'est une démarche conceptuelle très enrichissante, très intéressante, parce qu'elle fait obligatoirement référence à des questions qui sont des questions de la place de la mémoire d'une culture dans une société, la place de l'histoire dans notre vie au quotidien, dans notre vie d'être humain, sans étiquette professionnelle derrière, mais aussi la place de l'usage d'un lieu, de la fonctionnalité d'un lieu, dans son quartier, dans sa ville et plus largement dans son territoire. Cette place, ces questions qui amènent à positionner la place de l'architecture, d'un bâtiment, d'un lieu dans un cadre beaucoup plus large, et aussi une question politique, parce que ça permet à un pays, à une institution de pouvoir orienter une population, orienter des idées, et de pouvoir mettre en valeur ou pas, ou anéantir des idées qui sont véhiculées. Donc l'architecte hérite finalement, lorsqu'il démarre un programme d'intervention sur existant, il hérite d'un processus, de ce devoir dans son travail, et il est confronté au lien entre le passé et le présent, entre le présent et le futur, car se positionner par rapport au passé, c'est aussi donner des clés de lecture sur l'avenir, et on le voit constamment dans l'actualité au quotidien, une actualité souvent douloureuse et qui immanquablement nous ramène à des bâtiments qui s'inscrivent dans le passé, dans l'histoire, dans la construction culturelle d'un lieu et d'un pays. Et donc je pose la question, comment un bâtiment, ou dans le cas présent un ensemble bâti, peut s'inscrire dans la vie d'une époque? Quel devoir avons-nous vis-à-vis du passé en tant que concepteur? Et quels droits pouvons-nous prendre vis-à-vis de ce bâtiment? Alors, je reste volontairement dézoomé, car en plus du caractère MH, donc monument historique, je le disais, il y a la démarche volontaire de la collectivité de s'inscrire dans un processus ville et pays d'art et d'histoire qui est bien particulier. Et je voudrais rester sur un regard beaucoup plus large, beaucoup plus transversal, sur la notion du déjà là. Donc, elle nous questionne cette notion en tant qu'architecte sur la posture à adopter, je le disais, vis-à-vis du passé, que ce soit le passé décliné au passé simple, c'est-à-dire au temps de la vie ordinaire, au temps du quotidien, ou au passé composé, celui que j'appelle passé composé, celui qui est chargé de symbolique, celui qui est chargé de sens, de souffrance parfois. On le voit malheureusement souvent lorsqu'on met en valeur un bâtiment, il y a immanquablement de la souffrance d'une société derrière, une souffrance d'une culture. Donc ce que j'appelle le passé composé par rapport au passé simple, un passé qui s'est déroulé et qui demande bien souvent retenue et respect. Et en tant qu'architecte, on hérite finalement de ces notions que l'on doit traduire à travers nos projets. Il y a aussi dans cette notion de déjà là, me semble-t-il, une notion importante qui est la notion pédagogique, la notion de transmission d'un savoir, de clé de compréhension du présent également. J'en ai parlé à l'instant, et c'est ce qu'on retrouve dans ce projet qui finalement, alors c'est le programme, mais il y a différentes façons de répondre à un programme. Et cette réponse qui a été faite sur ce bagne
permet de donner des clés de compréhension, des clés pédagogiques à une population vis-à-vis de son passé et peut-être être beaucoup plus prudent sur la compréhension et sur son avenir. Alors jusqu'où devons-nous décliner cette posture d'architecte? Cela nous amène à nous positionner sur la place que doit prendre l'architecture contemporaine, celle que l'on produit avec notre temps présent sur l'existant, cette architecture qu'on hérite des années passées. Et cette déclinaison, me semble-t-il, la question posée quand on intervient sur un bâtiment, et donc forcément sur un lieu passé, a fortiori s'il est historique tel que l'a présenté Florence, cette déclinaison peut ou doit se faire sur 3 niveaux. Je l'ai décliné à 3 échelles. Tout d'abord, l'échelle de l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire ce bâtiment qui représente une pensée collective. Ça a été dit tout à l'heure, sur le mot de pensée collective a été énoncé, je pense que ça traduit bien, et cela oriente le type d'intervention, car le devoir de mémoire dont je parlais tout à l'heure, celui qui apprend et celui qui transmet, est important, et on parlerait alors du symbole de la réponse au niveau d'un architecte. Le deuxième niveau serait pour moi un niveau d'usage, hein, c'est-à-dire de la fonctionnalité, en lien évidemment avec l'histoire, mais cette fois-ci avec un petit h, l'histoire de tous les jours, l'histoire du commun, pour s'interroger sur le devenir de l'espace. Doit-on finalement le garder exonéré de toute évolution, de toute mutation? Et on parlerait ici à ce niveau de l'identité du lieu. Et puis enfin, il y a le troisième niveau, il y en a peut-être d'autres, en tout cas c'est les 3 que j'ai identifiés. C'est le niveau de l'existence propre du bâtiment, c'est-à-dire de sa composition spatiale, sa composition volumique, structurelle et matérielle, et on parlerait alors de l'image. Ces 3 déclinaisons nous permettent en fait de nous positionner et d'adopter la posture la plus adéquate face à nos gestes d'intervention sur le déjà là, sur la reprise en main, entre guillemets, des sens, pour en faire une traduction contemporaine de quelque chose qu'on a parfois du mal à contextualiser et qui s'est passé plusieurs années, plusieurs dizaines d'années ou siècles auparavant. Je voudrais aussi rappeler qu'avant d'être des objets formels, les bâtiments et l'architecture sont avant tout des lieux chargés de sens, des lieux ayant vécu avec des habitants, avec des êtres humains, avec leurs histoires, et avec leurs histoires avec le petit h et avec l'histoire avec un grand H. Des lieux chargés de sens immatériels. Là également, l'architecte nous a parlé de ce côté immatériel par l'intervention de la population, d'anciens bagnards qui sont venus réinscrire et réécrire par leur histoire, par leur vécu, quelque chose dans ce nouveau bâtiment. Et c'est quelque chose Désolé Pierre, il ne te reste pas beaucoup de temps. Je vais très vite, j'ai plus beaucoup de... Merci. Et d'autres questions un peu plus provocatrices, mais volontairement, que je pose sur le devenir du déjà là. Doit-on mais que certainement tout architecte a dû se poser, doit-on sanctifier un lieu, un lieu historique? Doit-on le conserver pour le sauvegarder? Doit-on révéler en intervenant quasi de façon invisible? Ou alors doit-on le laisser s'émanciper, évoluer, quitte à perdre la mémoire et laisser l'histoire se reconstruire sur l'histoire? Voilà. Je passerai beaucoup plus vite sur ce que j'avais noté, mais on peut aussi laisser un lieu se transformer, donc muter, voire devenir réversible. Je vous raconte juste une très petite anecdote qui m'est arrivée à Amsterdam. Je fréquentais une rue dans le centre et
Le jour, je passais devant un lieu, c'était une cour fermée d'église. Et le soir, quand je rentrais à vélo, il faisait nuit. Et je voyais une cour de restaurant. Au début, je n'ai pas compris que c'était le même lieu. Donc la réversibilité d'un lieu religieux, c'est aussi une façon de réinterpréter l'existant, le déjà là, et comment on fait avec. Voilà. Pour résumer sur le projet, et j'en ai vraiment plus pour longtemps, ces gestes minimalistes, moi j'ai beaucoup aimé la simplicité, le respect, voire l'humilité de l'intervention, en laissant apparaître les parois, les laisser telles quelles pour finalement révéler l'histoire, et mettre de côté le geste interventionniste d'un architecte quand on a de l'existant, avec un poids historique aussi fort qu'est ce bagne. Et mettre en valeur finalement les habitants du lieu qui sont parfois les plus importants. Voilà, je voudrais peut-être finir, s'il me reste une minute, sur le label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, mais nos collègues de ABF de La Réunion pourra peut-être intervenir. C'est vrai que c'est une synergie qui est importante. Je crois que, Florence, tu l'avais noté en tout cas sur l'intégration de ce bagne dans un quartier culturel, finalement, qui fait résonance avec d'autres fonctionnalités du site. C'est très important, ça permet d'accompagner également une société et de lui permettre d'avoir un regard global sans muséifier, ou en se gardant bien de muséifier un patrimoine, puisque ça doit quand même vivre. Et puis vraiment, le mot de la fin, pour ne pas créer des centres d'interprétation, peut-on aussi parler de centres de projection, parce que le regard sur le passé c'est bien, mais des centres de projection sur les mêmes principes permettraient aussi d'être pédagogique et d'avoir un regard sur l'avenir et sur les erreurs à ne pas commettre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Pierre. On va lui donner la parole à Gustavo et qu'il fait son intervention de 10 minutes. Et après, on passe à répondre et à échanger avec l'avis du resto du public. Gustavo, tienes la palabra para comentar el proyecto de Florence. 10 minutos. Sí, buenos días a todos. Es un honor compartir este espacio virtual con nuevos amigos y viejos amigos, y sobre todo el haber sido invitado a participar con ustedes de este nuevo reencuentro que nos hacía tanta falta en la región y que espero que podamos seguirlo realizando, ya sea allá en Martinica de nuevo o en cualquier otra de las islas o de las sedes que puedan interesarse en la comunicación intercaribeña, que es un tema, creo que tenemos una materia pendiente muy importante que completar, ¿no? Espero que me sepan disculpar mi ausencia porque fui invitado en principio a dar una conferencia sobre la historia y las características y la naturaleza crítica de la revista Archivo de Arquitectura Antillana que nosotros editamos en Santo Domingo desde 1996 y que gracias a Dios logré que el colega y buen amigo Alex Martínez presentara el PDF a ustedes, que creo que hizo ayer. También ahí veo a mi buena amiga Mauricia, que con tantas experiencias juntos que hemos tenido, lo pudo haber hecho también ella, pero en fin, espero que hayan entendido la presentación y que les haya servido de algo. Y de nuevo, disculpo ante mi ausencia que están hoy tratando de suplir a través de esta comunicación virtual. Voy a hablar despacio, sé que están traduciendo,
Espero que si me paso de ritmo, me lo avisen y pueda ajustar con ustedes el tema de la traducción, ¿no? Confieso que estoy escuchando el sonido a través de la computadora con un eco muy fuerte que, además de mi pobrísimo entendimiento del francés, me ha impedido entender completamente las palabras de mi predecesor, del colega Pierre. Así es que me disculpo si en algún momento o en algún caso duplico lo que él haya podido decir respecto a este interesante proyecto de Florence en la Guyana. Lo primero que quiero señalar es que estuve viendo en el primer PowerPoint que recibí de David las imágenes del proyecto y en ningún momento logré encontrar a qué fecha correspondía a la construcción original del conjunto. Posteriormente vi en la presentación, hoy creo, que es una obra del siglo XIX, 1850 y tantos, que me pareció muy relevante por varios temas, ¿no? En primer lugar, el entendimiento que tenía ya la arquitectura francesa y que tenía la lectura que tenía ya de una nueva arquitectura para un mismo lugar. En este caso, la arquitectura pública, digamos, de pequeña escala, ¿no? Aunque el conjunto tiene una gran dimensión y una muy hermosa organización, muy simple, pero muy efectiva en términos plásticos. Ese entendimiento de la, digamos, antillanidad que veo en este proyecto, en esta obra, me asombra porque precede por muchos años, probablemente 30 o 35 años, la arquitectura hecha por los mismos franceses en el canal de Panamá, que fue la primera gran intervención, digamos, postcolonial de los franceses en la región, y que fue anterior a todo lo que los norteamericanos hicieron después en el mismo canal de Panamá y en casi todos los países de la región donde hubo explotaciones coloniales e industriales, ¿no? Estamos hablando de la República Dominicana, Puerto Rico, eventualmente de Costa Rica, Panamá, Honduras, Venezuela, Colombia, México, en la costa de México, Caribe, etc. Esta arquitectura que veo aquí tiene una serie de elementos muy particulares de este sitio, que es algo digno de admiración y que yo quisiera proponerle a los arquitectos, autores del proyecto, a Florence en particular, y a las demás instituciones que se hagan eco de esta idea, a que hagan un inventario, aunque sea somero y quizás hasta cierto punto de memoria, de la arquitectura previa al siglo XX hecha en los territorios francófonos de la región. Porque me parece que ese es un capítulo que nos está faltando en el desarrollo hacia la arquitectura moderna en todo el Caribe. Hay una investigación de materiales, de formas, de tecnología, de manejo del clima, del conocimiento del territorio, la necesidad de alzar sobre el nivel de piso los edificios, la necesidad de crear cubiertas con espacios que permitieran la reducción de la insolación al interior, ni hablar de los temas funcionales
y programáticos que estaban comenzando a ser admitidos en ese momento por las autoridades lugares. ¿Voy bien con el ritmo? ¿O quieren que hable más despacio? No, está perfecto, mucho mejor que yo. Ok, gracias. Bien, otro tema que me gustaría hablar y que corresponde directamente con la propuesta arquitectónica realizada en estos edificios es que al principio pensé que eran menos edificios, eran 2 o 3 solamente, pero al ver hoy la presentación completa, veo que son 12 más un edificio más grande, ¿no? Lo cual convierte el sitio en una gran pieza museográfica sobre la cual se pueden establecer aspectos programáticos y museográficos particulares, que trabajado en conjunto ofrece una lectura total, una suma general de los aspectos culturales, de los aspectos arquitectónicos, de los aspectos, digamos, de desarrollo tecnológico, etcétera, al momento en el cual se decidió hacer este proyecto. Yo creo que una gran virtud es la de no haberse asociado de una manera folclorista o mimética a la arquitectura existente. Creo que el proyecto tiene una personalidad propia que inclusive yo podría señalar que mi lectura es estilística. O sea, no es posible asignar lo que hizo Florence en este lugar, ¿no?, a ninguna corriente particular museográfica o arquitectónica. Inclusive, llega un momento en el cual, sobre todo en los interiores naturalmente, la frontera entre lo antiguo y lo contemporáneo se desdibuja y se crea una totalidad que, sin embargo, permite que cada local tenga cierta personalidad producto del programa específico al cual quiere responder. O sea, no todo fue tratado con las mismas luminarias, los mismos pisos, los mismos muebles, las mismas pieles en las paredes. Hay una identidad particular dentro de cada volumen, dentro de cada pieza de arquitectura, por mínima que sea, pero que sin embargo respeta una idea total de conjunto y que permite dar una lectura aditiva. O sea, cada pieza que se visita va aumentando la suma hasta crear una imagen total que es la que finalmente nos llevamos cuando dejamos el lugar ya visitado y compartido. Me parece importante señalar eso porque creo que es una actitud no solamente muy creativa y muy valiente de parte de ella, sino además muy exitosa. En verdad funcionó, ¿no? Y a mí me sorprendió cuando vi las primeras imágenes, todo el trabajo, el diseño de los pavimentos, la manera en la cual los elementos que se agregaban a las paredes tenían que ver lógicamente con las paredes, pero hasta cierto punto estaban independientes de ellas. Era una especie, una suerte de piel interna que tenía casi como un elemento dentro de otro, ¿no? Un macho hembra, un elemento de integración hacia lo interno de esa geografía dentro de la arquitectura. A mí, yo no conozco el lugar donde está el proyecto, sí conozco Cayenne, que me encantó,
y me encantaría volver a conocer esta ciudad porque creo que debe tener cosas interesantísimas, ¿no? Y sí quisiera felicitarlos a Florence y su equipo por el éxito de este proyecto, que espero que pueda ser bien mantenido, pueda ser completado en la medida de lo posible, ¿no? Y que sea un proceso en seguimiento, que puedan irle dando, puedan ir actualizando el contenido museológico, ¿no? de la pieza. La verdad es que no tengo ningún otro pensamiento que compartir con ustedes con respecto al proyecto. De nuevo, felicidades y de nuevo pido disculpas por mi ausencia. Espero cumplir esta deuda en el próximo encuentro y desearles el mejor de los éxitos. Si Dios quiere, mañana nos veremos de nuevo durante la sesión que presentará el Jungle Architecture Group a esta misma hora, a la cual tangentemente me han invitado también a estar. Así que nada, muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias a ti, Gustavo. Espero que el próximo reencuentro sea República Dominicana, ¿no? Ojalá. Allá juntos. Vamos a hacerlo, vamos. Pues merci beaucoup, Gustavo, merci beaucoup, Pierre, Florence. On a l'espace pour 2 interventions. Si quelqu'un voudrait apporter quelque chose, ou même Florence voudrait répondre à quelques Moi, je commentaires. voudrais juste vous remercier tous les deux. Voilà. Parce que Quelqu'un du public, d'assistants, voudrait faire une intervention. Il y a une question là. Alors bonjour, j'avais une petite question. Je crois que vous avez dit à un moment que l'utilisation de la climatisation naturelle était peut-être regrettée. Et je voulais savoir du coup quelles étaient les problématiques présentes pour ça. Alors, ouais, en fait, le confort pour travailler, parce que c'est vrai que Saint-Laurent, c'est quand même une ville qui est très humide. Donc, on est en Guyane, donc on a aussi des changements de température assez importants. Il fait très chaud à un certain moment de l'année. Et voilà, et les gens préfèrent à un moment donné que le confort et sont plus amenés à vouloir aujourd'hui de la climatisation. Voilà. Alors que quand on est dans le site, dans les bureaux ou même dans les salles, c'est plutôt très bien ventilé puisque du coup on n'a occulté aucune fenêtre, toutes les portes restent ouvertes pendant la durée d'ouverture d'exposition. Mais bon, voilà. Après, quand on est toute la journée dedans, j'imagine que c'est plus compliqué à aborder. Un autre commentaire, une autre intervention. Bon, merci beaucoup alors pour la Florence encore une fois. Pardon. Du coup, c'était une petite question. Par rapport à l'intervention qu'on a eue hier, je crois que... je voulais demander si dans ce site, justement, c'était possible d'adapter par rapport à l'utilisation parfois partielle de la clim ou même l'utilisation de brasseurs d'air. Alors, en fait, on a mis un endroit où on a mis de la clim, c'est dans le local informatique. Et en fait, toute la structure a très mal vécu la clim parce que j'ai pas osé vous mettre une photo parce que j'avais un peu honte. En fait, la brique est super poreuse et donc du coup, avec l'humidité de la clim, avec la condensation, en fait, toute la brique, enfin tout l'enduit et toute la brique en fait se gorge un petit peu d'eau, en tout cas s'humidifie. Après, on n'a pas utilisé de ventilateur, c'est vrai, parce qu'on trouvait que la ventilation naturelle fonctionnait bien. Et puis après, on avait pas mal de projections vidéo aussi, et c'est difficilement conciliable avec la projection. Voilà. Mais du coup, par rapport à l'évolution de ce bâtiment sur le long terme, et par rapport aux problèmes qu'il rencontre par rapport justement à la ventilation naturelle, est-ce que vous pensez à des autres solutions justement pour améliorer
ce confort? Je crois que le confort, il est déjà assez relatif. Il est à l'appréciation de chacun. C'est une volonté de toute manière de la mairie de ne pas climatiser le site. En fait, il y a vraiment l'idée de ne pas le dénaturer. Donc, je pense qu'il ne sera jamais climatisé. Il y a quand même, c'est pas vrai, parce qu'il y a quelques cases qui le sont, par exemple, dont la case où il y a le cinéma, la salle de cinéma. Mais il n'est pas prévu de climatiser le SIAP. Non, par rapport aux solutions peut-être un peu plus naturelles ou... En fait, on va avoir du mal à faire autrement que ce qu'on a fait dans un site classé. On a isolé la toiture. On a mis des moustiquaires pour pas avoir de bêtes. Mais après, on va avoir du mal à faire mieux pour ventiler. Tout est ouvert. Voilà. Les cases sont traversantes. Elles sont restées traversantes. Voilà. D'accord, merci. À notre intervention. Bonjour. Bonjour. Moi, je me posais la question de la limite des prestations. En fait, il y a eu un architecte qui a fait l'enveloppe extérieure et vous qui avez fait, un qui fait le contenu et l'autre le contenant. C'était une volonté délibérée, c'est un concours de circonstances? En fait, il y a eu un appel d'offres. On était 3 à répondre, dont Monsieur Bortolussi, donc qui est architecte en chef, et c'est moi qui ai eu cette chance. Voilà. Donc, mais du coup, on a travaillé ensemble. Toujours en cohérence, et on était très aidés, très accompagnés par Michel Véraud qui était ABF à l'époque.